Adoption de la loi sur le renforcement de la neutralité politique dans l'administration publique et de la méritocratie. Audit de l'Assemblée nationale, les avocats d'Alassane Bala Sakandé dénoncent un acharnement politique et infrastructure routière. Qu'est-ce qui coince avec les réalisations comme celui de l'axe Sakoinse-Koudougou? Et puis enfin foncier, opération de contrôle et de retrait de terrain à usage autre que d'habitation. Voici, mesdames et messieurs, les grandes articulations de ce numéro de votre émission, la Tribune des éditos. C'est le grand rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et analyses des différents médias. Et pour ce numéro, je suis accompagné par 3 professionnels de médias. À ma droite, nous avons Issa Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, Daouda Kinda du journal Le Quotidien, qui est aussi des nôtres. Bienvenue. Merci. Et enfin, nous avons Idrissa Koumbem du journal La Lettre du Faso. Bonsoir, M. Kavore. Renforcement de la neutralité politique dans l'administration publique et de la méritocratie. La loi a finalement été votée à l'Assemblée législative de transition ALT. Initialement, on parlait de dépolitisation. Cette fois-ci, il est question de neutralité politique. Qu'est-ce qui explique cela, Issa Sigiré? Alors, c'est peut-être les termes qui ont un peu dérangé et cela, ça montre toute la complexité aussi de la chose parce que il y a ce qu'on pensait déjà, il y a ce qu'on pense dans la reformulation même de la loi en question, mais il y a ce qui peut être faisable parce que dans le processus d'adoption d'une loi, il y a plusieurs acteurs qui interviennent et c'est ce qui est finalement voté à l'Assemblée nationale qui fait foi et c'est peut-être dans le débat qu'on a dû recadrer un certain nombre de choses. Mais pour moi, cette histoire de méritocratie ou encore de dépolitisation, c'est des notions qu'on doit prendre avec, on doit manipuler avec beaucoup de prudence parce que quand on regarde dans le discours public aujourd'hui, certains sont en train d'opposer une classe de Burkinabés appelés des hommes politiques où il n'y a que des personnes incompétentes, où il n'y a que des voleurs, où il n'y a que des racailles ou des personnes qui ont échoué dans tous les domaines. Et de l'autre côté, des personnes qui sont très compétents qu'on met de côté. Et pour moi, les choses ne se présentent pas comme ça. C'est vrai qu'il peut arriver que des personnes soient nommées à des postes qu'ils ne méritent pas du fait de leur appartenance à X ou Y à tel ou tel parti. Mais en règle générale, même dans la classe politique, il y a des personnes aussi qui sont extrêmement compétentes. Et moi, je souhaite que les personnes compétentes aillent en politique. Voyez-vous, même si des cancres votent une loi, elle va s'appliquer à tous les citoyens de ce pays-là. C'est pour cela ceux qui estiment qu'ils ont une certaine expertise dans un domaine donné, qu'ils ont des compétences quelque part, ils doivent d'une manière ou d'une autre s'engager en politique. Parce que la politique, c'est une activité noble, parce que c'est un sacrifice, un sacerdoce. Vous mettez votre compétence, votre génie, votre savoir-faire à la disposition de la République. On a connu des hommes politiques au Burkina Faso qui sont très compétents. Je ne suis pas en train de vous vous opposez à la neutralité de la politique au sein de l'administration. La neutralité, c'est dans la pratique, on aura des problèmes à appliquer ce qu'on appelle cette neutralité. Vous voyez-vous, en 2015, on avait passé à une étape où c'était par appel à candidature qu'il fallait procéder pour occuper un certain nombre de postes. Mais quand le régime suivant est venu, c'est-à-dire le régime MPP, ils sont passés à une autre étape. Mais même certaines personnes, excusez-moi,
qui sont venus soi-disant par appel à candidature, d'aucuns ont trouvé encore quelque chose à redire parce qu'ils ont estimé que ce n'était pas la personne qui avait le meilleur profil qui a été désignée. Donc pour moi, quelle que soit la durée d'une transition, elle partira. Et quand elle va partir, qui va diriger le pays, qui sera aux affaires? Ce sont ceux qu'on appelle les hommes politiques. Donc ne travaillons pas à montrer à l'opinion que ce sont des démons, ce sont des moins que rien, ce sont ceci. Non, montrons que ce sont des Burkinabés et travaillons ensemble à améliorer tout le monde pour permettre au pays à aller de l'avant. Sinon, on parlait de dépolitisation, mais dans le même temps, on voyait que dans l'administration publique, d'autres corps également, tels que des militaires ou encore des syndicats aussi, sont nommés à des postes de responsabilité. Est-ce qu'ils méritent ou pas? Ce sont tous des Burkinabés. Donc, lorsqu'un responsable est aux affaires, c'est à ce dernier de nommer les personnes avec qui ce responsable-là peut avoir des résultats. De toute façon, à la fin de son mandat, il devra rendre compte au peuple. D'accord. Alors, Daouda Kinda, cette nouvelle loi entend renforcer la neutralité dans l'administration publique à travers le refus de la prise en compte des critères ou influences à caractère politique ou idéologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que mon confrère Issa Sigiri dit, c'est vrai. Mais voyez-vous, on était arrivé à un certain niveau où l'influence politique même était ancrée dans nos institutions, dans nos ministères, dans nos différentes institutions. Au point même où on créait des cellules de partis politiques dans les ministères. Mais c'est ce qu'il faut combattre. Et je pense que c'est un combat même de l'actuel ministre de la fonction publique qui depuis longtemps, je parle de M. Bassolma Bazé, qui depuis longtemps, il parlait de ça. C'était un vœu pour lui, mais aujourd'hui, il a réussi à faire passer cette loi-là. Bien avant lui, il y a d'autres acteurs qui ont interpellé quand même sur l'hyperpolitisation de nos administrations. Et ce qui est dénoncé, ce n'est pas forcément l'engagement politique d'un acteur. C'est surtout le fait que son engagement politique se ressente, où il utilise ça comme une influence au niveau de son service. On était arrivé à un niveau où les gens ceux qui n'étaient pas engagés, où on utilisait ça comme un argument pour convaincre les gens à adhérer à tel ou tel parti politique. Et si tu ne le faisais pas, parfois tu t'es combattu et tu ne pouvais pas avancer, ou difficilement tu pouvais avancer. Et quand on crée des cellules de partis politiques dans un parti, quand tu n'es pas membre de ce parti politique-là, mais c'est difficile pour toi d'avancer. On te regarde même parfois en chien de faïence. Je me rappelle qu'il y a une année, je participais à une rencontre. Mais quand on citait, que dire, entre-temps, on a cité messieurs les membres de la cellule de tel parti politique. Dans un ministère, je vous dis. Ça, c'était devant moi. Mais est-ce que c'est faisable? Non. Je pense qu'à travers cette loi-là, on va quand même permettre d'assainir un peu nos administrations. Forcément, tout le monde est engagé. La politique, c'est difficile de dire qu'on ne peut pas, on n'est pas engagé politiquement. Tout le monde même doit faire la politique, c'est engagé parce que par essence, c'est la gestion de la cité et tout ça. Donc tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution dans la gestion de cette cité-là. Mais que ton engagement partisan quand même puisse utiliser son appartenance dans un parti politique pour influencer quand même ses collègues ou utiliser ça comme moyen de pression au sein de sa structure, c'est ce qui est dénoncé. Et je pense que cette loi-là quand même mérite quand même qu'on lui apporte tout notre soutien afin que quand même on parle de méritocratie. C'est vrai, on ne peut pas, sur quelle base peut-être juger la méritocratie, mais quand même, je me dis qu'il y a des compétences qui sont là, qui ne sont pas suffisamment valorisées, et ça a toujours été dénoncé au Burkina. Il y a des compétences qui ne sont pas suffisamment valorisées. Parfois, on promeut des gens qui, arrivés sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas les personnes qu'il fallait mettre là-bas. Et à cause de leur appartenance politique, on les laisse là-bas et
les résultats, on a les résultats qu'on a, mais ce n'est pas forcément ce que le peuple attend. Mais si on nomme des gens à des postes de responsabilité, par exemple, où forcément on sent que c'est leur compétence quand même qui est mise en valeur, forcément on aura les résultats qu'on attend. D'accord. Alors Idrissa Koumbem, quel est votre point de vue par rapport à cette nouvelle loi qui vise également à revoir un peu le système de nomination et à rendre l'administration publique plus performante? Alors, moi je dirais que c'est un beau texte avec de bonnes intentions, mais qui malheureusement, de notre point de vue, va connaître des difficultés dans son application. Parce que d'abord la question de la neutralité, c'est quoi être neutre dans l'administration? Est-ce parce que si vous avez une administration qui est dirigée par un pouvoir donné, et sous pouvoir-là, il y a bien entendu ce qu'on appelle des postes d'aide à la décision gouvernementale. Est-ce que un pouvoir qui arrive en place va s'asseoir et aller fouiller dans d'autres parties ou bien prendre n'importe qui dans le public pour aller nommer un préfet ou commissaire qui sont des répondants au niveau local, voilà, de l'administration du gouvernement, de la position du gouvernement. Ça me semble un peu très difficile et compliqué et qui montre que dans le fond, sur les papiers, c'est bon, mais sur le terrain, ça ne pourra pas véritablement se faire la question de la neutralité. Et l'autre point également, c'est sur le point de la méritocratie. Je crois que mes prédécesseurs sont revenus là-dessus. C'est très bien. Et je crois que tout le combat que beaucoup de personnes ont mené, c'est de faire en sorte que les personnes les plus méritantes occupent les postes de responsabilité pour travailler au bonheur du peuple. Mais c'est comme je vous le disais, entre M. Kaboré qui est ici, qui est très compétent, et quelqu'un aussi qui est proche d'un gouvernement, mais qui ne fait pas partie d'un gouvernement, comment d'abord on te repère pour venir t'appeler et pour nommer dans un poste de responsabilité? Donc les gens qui forment, qui viennent avec leur pouvoir, c'est entre eux là-bas qu'on choisit les personnes qu'on estime être en tout cas compétentes pour aller diriger. Donc et ça, c'est tout à fait cet aspect de méritocratie. Non, je ne suis pas contre, mais je dis que c'est compliqué parce que entre 2 personnes ou 3 personnes méritantes dont l'un est proche, voilà, celui qui prend, qui nomme visiblement, voilà, on prend cette personne-là. Ça veut dire que lui, il est ancré plutôt à voir lui qui a le même bord politique ou bien la même obédience politique que lui, et c'est visiblement dans ce cadre-là qu'on puise en tout cas la ressource pour pouvoir diriger les institutions de l'État. Et je crois que c'est quelque chose qui est compliqué, même on le voit avec la transition. Il ne faut pas aller accuser d'autres pouvoirs de par le passé, on peut les reprocher, mais même avec la transition, on voit que c'est ce qui se passe. Voilà, on voit que telle personne est là. Voilà, le ministre est issu des syndicats, on voit beaucoup de responsables syndicaux qu'on a placés à la tête des structures. Voilà, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on ne doute pas de la compétence, on ne dit pas qu'ils ne sont pas compétents ou bien ils ne méritent pas. Mais de fait, peut-être que de la proximité avec lui qui a le pouvoir discrétionnaire de nomination, voilà, la personne le prend. Donc c'est compliqué. Et ce qu'il aurait fallu faire de mon point de vue, et je prends l'exemple des proviseurs du lycée. Très rapidement. Voilà, c'est une question qu'on avait débattue. Je crois qu'il y a eu la coordination des syndicats de l'éducation qui avait dénoncé des nominations, en tout cas partisanes, dans la gestion des lycées et collèges. Et ils ont créé un poste. À l'issue de la revendication de l'élu de 2018, je crois, il y a eu des postes d'administrateurs des lycées et collèges maintenant, qui vont aller jouer le rôle de proviseur. Et c'est par concours professionnel. Donc ce sont les plus méritants qu'on doit prendre maintenant. Est-ce que pour dire que pour être ministre, il faut aller faire un test? Est-ce que pour être DG, il faut aller faire un test? Si ce n'est pas ainsi, c'est peine perdue. D'accord, alors, oui, très rapidement. Ce n'est pas que forcément il faut aller dans les autres partis politiques pour puiser. On parle de la compétence. On a vu ici des gens qu'on a nommés à des postes de responsabilité rien qu'à travers leur casquette politique, mais côté compétence, c'est zéro. Et ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est les moyens de l'État qu'on utilise, par exemple, pour des fins politiques. On utilise des moyens de l'État pour aller battre campagne, on utilise des moyens de l'État pour organiser des meetings.
que ce soit en ressources financières, en véhicules. Et il y a des gens même avec des t-shirts de partis politiques, on se retrouve dans nos ministères, dans nos institutions, dans nos administrations, et on bat campagne dans nos propres ministères. C'est ce qui est décrié. D'accord. Alors, Issa Sigiré, on a tout de même atteint une certaine maturité politique au Burkina Faso. Aujourd'hui, on peut quand même se poser la question, est-ce que la politisation de l'administration publique est toujours une réalité ? Oui, c'est une réalité, c'est un fait, tout le monde le constate. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je ne trouve pas d'inconvénient que des personnes compétentes aillent en politique. Je ne vois pas d'inconvénient. Au contraire, ce sont des choses à encourager. Voyez-vous, l'un de nos récents premiers ministres, je vais parler du docteur Lassina Zerbo, aujourd'hui qui est pratiquement courtisé par les grands pays du monde. Est-ce qu'il ne pouvait pas offrir son expertise au Burkina qui en a besoin aujourd'hui? On a eu d'autres compétences. Avant lui, on a eu Zéphirin Diabré qui a occupé des postes à l'international, qui a enseigné dans des meilleures universités possibles. Est-ce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas donner leur expertise au Burkina Faso? En quoi est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui méritent de gérer les affaires de l'État plus que ces personnes-là? Moi, je ne vois pas. Au contraire, on doit ensemble travailler. Et ce qu'il y a à travailler, moi je pense que le combat c'est pas à ce niveau-là. Le combat il est ailleurs et je pense qu'on doit avoir de la vision. C'est-à-dire que quand on vient au pouvoir, ce n'est pas la peine de regarder juste un mandat de 2 ans, 3 ans ou encore 5 ans quand c'est un mandat normal, 2 ou 3 ans quand c'est une transition. Mais on doit avoir une stratégie globale de longue durée, de sorte que tous ceux qui viennent puissent s'inscrire dans ce moule là pour se protéger dans 50 ans que deviendra le Burkina Faso. Et c'est en fonction de cette vision là qu'on va choisir des profils et des personnes qui sont capables de conduire le Burkina à ce niveau là. Sinon dire que l'administration politisée elle ne l'est pas, c'est difficile de juger de l'appartenance politique de quelqu'un. C'est tellement fin que quand les gens veulent le ruser, ils vont tout à fait ruser. Rappelez-vous que beaucoup de mesures ont été prises dans ce sens-là, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Par exemple, on avait dit qu'on ne devait pas avoir des gadgets publicitaires lors des campagnes. Mais les gens ont trouvé d'autres astuces, ils ont trouvé des couleurs simples par lesquelles ils pouvaient s'identifier. Voilà. Et même les partis politiques. Dans nos textes, l'État allouent des fonds publics aux partis politiques parce qu'ils animent la vie de la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on doit dire qu'on ne doit plus donner ces moyens-là? Mais ce qu'il faut, il faut encadrer pour ne pas qu'il y ait des abus, comment on appelle ça, des déperditions ou encore endommager le matériel de l'État comme on avait l'habitude de le croire. Mais moi, je pense qu'à ce stade, pour répondre à votre question, vraiment, on a dépassé un certain nombre de choses, ce qui fait que ces pratiques-là sont devenues de plus en plus rares aujourd'hui. D'accord. Je vais donner très rapidement des exemples même palpables même de la politisation de l'administration sous le régime MPP. Quand tu partais au ministère des Ressources animales, mais ça appuyait l'UNIR-PS, l'UNIR-MPS. Quand tu partais au ministère de la Réconciliation nationale, mais c'était l'UPC. Beaucoup des acteurs qui étaient là-bas, c'était l'UPC. Au ministère des Ressources animales, au ministère de l'Environnement, beaucoup des postes de nomination, c'était l'UPC. Et beaucoup d'autres ministères, c'était comme ça. C'est ce qui est dénoncé. Il ne faudrait pas que forcément... ce n'est pas forcément la casquette politique, mais il ne faudrait pas que ce soit utilisé comme influence. C'est ça le problème. Sinon, on peut bien nommer, appeler Zéphirin Diabré, il va venir. Forcément, tout le monde est politique. Forcément. Oui, une réaction. Alors, ce que je dis, ce n'est pas que ce qui se passait sous le MPP était un bon exemple. Je crois qu'il faut dénoncer, nous le dénonçons également, mais nous disons que le texte, dans le fond, comment cela va s'appliquer sur le terrain concrètement. Voilà, c'est ça toute la question et pour laquelle je dis que voilà, c'est peine perdue. Parce qu'on a beau concevoir un texte qui dit qu'il faut écarter, sur quelle base vous allez venir dans l'administration et puis dire que bon, déjà si vous allez aller demander, toi tu as la carte de
tel parti, il faut donner, je vais voir si tu n'es pas de tel parti, bon, vous, on ne va pas vous inclure dans le processus de la gestion de l'administration. Donc c'est compliqué, dans le fond, c'est compliqué. Dans les différents articles, la loi c'est prévu. On laisse terminer. La loi, ce n'est pas ça. On ne va pas identifier des gens parce qu'ils ont des appartenances politiques. Déjà, le mérite de cette loi-là, c'est que c'est fini pour les cellules, par exemple, des partis politiques. On le laisse terminer. On le laisse terminer. Il y en avait, et l'esprit de la loi, comme je le disais, ce n'est pas qu'on va contrôler l'appartenance. Tu es d'un parti politique, personne ne va t'interdire ton appartenance politique. Non. D'accord. Vous avez la parole. Je reviens, M. Sigré, je reviens. On avait dépassé un certain nombre de choses. Donne-nous une administration ou un ministère ces dernières années où il y avait une cellule d'un parti politique. On le laisse terminer. Voilà. Donc je dis, pour la question des cellules politiques, oui, il y a des gens qui se regroupent, même si officiellement on ne les voit pas, ils peuvent exister officieusement. Et ça, on le combat. Moi, c'est l'aspect méritocratie. C'est sur cet aspect-là, je parle des nominations. Par exemple, on prend un parti politique. Le chef de l'État est là. Il nomme un ministre. Voilà, sur la base de quoi tu as pour juger de la méritocratie de cette personne-là, pour aller dire que non, telle personne n'est pas méritante, alors que quand un pouvoir arrive là, le pouvoir aussi vient, le pouvoir a ses animateurs, le pouvoir a ses hommes. Et partout dans le monde, ça fonctionne comme ça. Personne ne va venir prendre un pouvoir, aller prendre des gars qu'il ne connaît pas, ou bien qu'on estime pour venir faire animer le pouvoir. Est-ce que la personne partage la même vision politique que vous? Si vous le partagez, même la personne qui... On a vu des gars, il y a Maître Farama qui a dit que quand le Damibé est arrivé, on l'approchait pour être nommé. Il dit que lui, la vision ne le correspond pas. Mais il a refusé. Mais parce qu'il il trouve qu'il ne fait pas partie de la vision politique du groupe qui est arrivé. Donc c'est ça aussi le problème. Donc vous ne pouvez pas venir, par exemple, au temps du MPP, et puis bon, vous voyez une personne, vous partez, vous dites, bon, nous estimons que vous êtes compétent, mais est-ce que la personne même accepte votre vision politique? Alors, justement, comme ils le disent, beaucoup estiment que ce n'est pas le vote des lois qui cause problème au Burkina, mais c'est l'application. Qu'est-ce que vous en dites, Daouda Kinda? C'est vrai, ce qu'ils disent, c'est pas faux. On a beaucoup de tests de loi au Burkina, mais c'est souvent parfois sur le terrain que ça pose problème, c'est vrai. Mais le mérite déjà, c'est que cette loi-là a déjà été votée et ça va dépolluer, je ne vais même pas dire dépolitiser, mais ça va dépolluer un peu notre administration-là. Et je reviens un peu sur ce que Idriss Koumem disait. En fait, je pense qu'on ne se comprend pas. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut aller chercher les compétences ailleurs. Partout dans le monde, on est tous unanimes que quand tu viens au pouvoir, tu as ce qu'on appelle ton administration. On l'a vu, l'administration Bush, l'administration Obama, l'administration de Macron, l'administration de Merkel. Oui, tu viens avec tes gens pour diriger. Tu ne vas pas aller chercher quand même des opposants pour venir se joindre à toi. Mais il faudrait que ceux que tu vas nommer là, que ce soit des personnes compétentes. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont été promus à des postes de responsabilité qui forcément ne sont pas méritantes. C'est clair. Très rapidement. Par contre, il y a des postes au Burkina Faso qui doivent être soumis, par exemple, à appel à candidature, parce que ce sont des secteurs hautement stratégiques pour le pays. Une structure comme la CNSS, par exemple, doit être dirigée par appel à candidature, ou encore peut-être la caisse de dépôt qui a été supprimée, mais on espère qu'on va remettre les choses, parce que cette caisse de dépôt et de conciliation a sa place dans la République. Et si on avait une vision, on n'allait pas commencer à mettre autant d'argent dans une structure pour que des gens viennent encore supprimer. Donc il y a un certain nombre de postes dans ce pays-là aussi qui doivent être soumis à appel à candidature. D'accord, et nous sommes assez pris par le temps. Nous passons au deuxième sujet enrôlé pour cette tribune. Rapport d'audit de l'Assemblée nationale. Les avocats d'Alassane Bala Sakandé dénoncent un acharnement politique. Alors, Issa Sigiré, c'est une sortie qui intervient une semaine après celle de la SELC.
En effet, c'est une semaine après que les avocats de Bala Sakandé, le principal suspect entre griffes, j'allais appeler comme ça selon la SCLC. Mais moi, pour ce qui est de l'audit de l'Assemblée. De l'audit de l'Assemblée. Mais on est en train de constater que nos acteurs ou nos dirigeants sont en train de nous servir un spectacle désolant. Parce que lorsqu'il y a des audits, il y a une suite à donner. Et la suite, c'est dans les juridictions. Mais quand on laisse les juridictions et on se livre à un combat d'opinion, ça devient un peu malsain, voire laid, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que la gestion des deniers publics est soumise à un contrôle. Ça, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, pour que ce contrôle-là ait lieu, il faut suivre les règles et les procédures. Parce que quand vous ne suivez pas les procédures, ça devient compliqué. Rappelez-vous, avant les audits, Bala Sakandé a fait l'objet d'un certain nombre de choses que beaucoup ont estimé que c'était quand même c'était trop allé. Et quand on regarde comment se comportait l'ancien président avec ce monsieur, ça laisse quand même un discrédit du président Damiba qui est accusé ici. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous aussi vous êtes responsable d'une institution que vous pouvez tout faire à la tête de cette institution-là. Ici, on a l'impression que les problèmes de personnes ou même les clans politiques sont au-delà des règles que la République s'est édictée. Et c'est vraiment dommage. Et on espère que les uns et les autres vont avoir raison, vont se rattraper le plus rapidement possible, de sorte qu'on ne puisse pas vivre encore ce spectacle-là. Et voyez-vous, ce qui est dommage, c'est qu'on utilise souvent les institutions de la République pour servir les princes du moment. Avant le coup d'État, il y avait d'autres structures de contrôle qui disaient rien, par exemple, de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, qu'il y a un autre pouvoir qui est là, automatiquement, ils deviennent, comment on appelle ça, les parias de la République, où il faut braquer toutes les caméras, et ce n'est pas normal. Tout le monde doit être soumis aux mêmes règles, et aussi prôner la gestion rationnelle et crédible des deniers publics. Donc on espère que beaucoup vont rentrer, toutes les choses vont rentrer en ordre afin qu'on puisse passer à autre chose. Sinon, tel a fait ceci, tel a fait cela, ça n'honore pas ni Bala Sakandé, ni la SCLC, qui est une vraiment institution qui a sa place dans la République parce qu'elle peut permettre d'encadrer beaucoup de choses, d'éviter un certain nombre de dérapages en termes de gouvernance des finances publiques. D'accord. Alors, Daouda Kinda, les avocats de Bala Sakandé persistent ici sur le fait que l'audit réalisé par la SCLC sur l'Assemblée serait illégal. Ben, quand même, la SCLC, c'est une institution quand même de grande importance dans ce pays-là, quand on connaît un peu ses objectifs, son rôle même dans l'assainissement de nos pouvoirs, de la gestion de la chose publique. Mais je pense que les avocats aussi sont dans leur rôle. Et ils défendent aussi leurs clients, à la personne de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Mais je pense qu'il y avait même eu, ils avaient déposé, je pense que c'était un recours ou quelque chose comme ça au niveau du tribunal, mais bon, ça a été tranché. On a autorisé la SCLC à procéder à l'audit de l'Assemblée nationale, parce qu'apparemment c'est au niveau interne. Sous Bala, il y avait eu un auditeur interne qui avait été nommé au niveau de l'Assemblée nationale pour auditer les comptes de l'Assemblée nationale. Voilà. Je pense qu'à travers le principe de la séparation des pouvoirs, il n'était pas du rôle de la SCLC de venir auditer
l'Assemblée nationale. Mais bon, avec la décision du tribunal, ils ont permis à ce que l'Assemblée, la SELC, aille auditer cette institution-là, et on voit aujourd'hui les résultats que cela a donné. Plus de 16 milliards d'irrégularités constatées dans les 3 plus grandes institutions du pays, la présidence, le Premier ministère, l'Assemblée nationale, avec l'Assemblée nationale qui, elle seule, détient la palme avec plus de 13 milliards de francs CFA d'irrégularités. C'est quand même gros. D'accord, on va revenir dans les détails, mais déjà Idrissa Koumbem, il y a eu ce chiffre, ce montant de 12 milliards qui est revenu dans la sortie médiatique des avocats de Bala Sakandé. Les avocats estiment que la SELC fait montre de mauvaise foi, car selon eux, ces fonds étaient mis de côté dans une banque commerciale de la place pour la construction de la nouvelle Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je crois qu'avant d'arriver à cette situation, je crois que l'annonce de ponctionner ou bien de réserver 4 milliards par an pour la construction de l'Assemblée nationale avait fait beaucoup de débats. Voilà, à son sein. D'aucuns disaient que on ne peut pas réserver de l'argent, où est-ce que ça va aller? Et aujourd'hui, ceux qui avaient cette inquiétude-là peuvent avoir raison, parce que quand on a suivi un peu la conférence de presse des avocats, on ne sait pas si l'argent est resté intact jusqu'à ce jour, parce que aussi il y avait les avocats disent que l'argent était présent dans le compte jusqu'en 2022, au moment où les choses commençaient. Est-ce que l'argent reste toujours? C'est la problématique qui est là. Maintenant, la question sur ce fond, le fond sur cette question, c'est de savoir pourquoi on a mis ces 12 millions dans une banque commerciale. 12 milliards plutôt, voilà, dans une banque commerciale. Et les avocats disent que même si l'argent était resté au niveau du trésor, voilà, il n'y aurait pas de bénéfice. Voilà. Et c'est sur cette base que l'ASE a dit que sur un pourcentage de, je crois, de 4 quelque chose, 35 comme ça %, l'État aurait pu engranger environ 600 millions et quelques. Voilà. Pour moi, l'idée de mettre déjà dans une banque commerciale, ça peut créer des suspicions ou des doutes frauduleuses. Voilà, on aurait pu laisser l'argent au trésor si c'était possible. Voilà, personne n'allait pas parler comme le cas de la banque commerciale. Donc, c'est une situation. Moi, je crois qu'à son temps, si on avait déjà engagé les travaux, on avait déjà identifié un site, parce que c'est pendant 3 ans, 4 milliards, 3 ans, ça fait 12 milliards, et qu'on avait commencé les travaux, le chantier de la nouvelle Assemblée générale, l'Assemblée nationale, ça aurait pu en tout cas rassurer beaucoup de personnes que véritablement on était dans une logique de trouver en tout cas une assemblée digne pour les députés et non pas aller squatter dans les locaux d'un hôtel de la place. Mais malheureusement sur le terrain, on n'a pas vu en tout cas un site ou bien un début de commencement de construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors Issa Sigiré, je vous retourne la même question. Que pensez-vous de cette affaire de 12 milliards? Selon les avocats, la SELC fait montre de mauvaise foi parce que l'argent avait été mis de côté dans une banque commerciale de la place. Alors, disons que selon l'explication des avocats, c'est qu'au niveau du trésor, et un peu pour répondre à sa question, il y a ce qu'on appelle l'unicité des caisses de l'État, quelque chose comme ça. Cela veut dire que si l'Assemblée nationale réserve par exemple ces 4 milliards au trésor et qu'il y a un ministère qui a besoin d'argent, c'est cet argent-là on prend pour gérer cette instance. Et au moment où l'Assemblée nationale aurait besoin de cette somme-là pour construire son bâtiment, cet argent peut ne pas être forcément disponible. C'est pour cela qu'ils ont souhaité mettre cet argent de côté dans une banque pour éviter que d'autres on utilise cet argent pour d'autres dépenses. Ça, c'est la raison qui a été donnée. Voilà. Mais maintenant, ce qui est peut-être dommage dans cette affaire, c'est que en réalité, l'Assemblée nationale fonctionne sur la base de ses propres règles.
c'est là où il y a un grand problème, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a décidé de procéder ainsi, parce qu'elle a toujours procédé ainsi. C'est là où les deux parties ne s'entendent pas du tout. Pourquoi déposer cet argent dans une banque et dans une banque commerciale? Ça, c'est la raison qu'ils ont donnée, et on peut leur donner un peu raison sur cet aspect-là. Maintenant, moi je pense que ça pose un peu le débat de la gestion de nos institutions de la République, de sorte qu'on puisse avoir des règles qui soient applicables à tout le monde, pour ne pas qu'on ait des 2 poids 2 mesures, et ça peut conduire à ces choses-là. Mais ce qui est souvent aussi, ce qui n'est pas tout à fait, ou du moins ce qu'on peut regretter ou déplorer, c'est peut-être le manque de contradiction, parce que en règle générale, quand il y a un audit, on vous présente là où on vous reproche des manquements, et c'est à vous de justifier, et c'est à vous de justifier. Mais maintenant, apparemment, ça n'a pas été le cas, et c'est vraiment dommage. D'accord. Et en fin de compte, au niveau du journal Le Quotidien, on estime que c'est une première victoire pour la bonne gouvernance, et c'est d'ailleurs le titre de votre édito sur cette question d'audit. C'est vrai que c'était un édito que nous avons écrit bien avant la sortie des avocats de Bala Alassane Sakandé. Mais je voudrais rappeler que c'est sur saisine du chef de l'État que la SELC a décidé d'opérer ces audits-là. Je crois qu'à l'époque, c'était Paul-Henri Sandao Damiba qui avait décidé, ordonné la SELC d'opérer ces audits-là. Et quand on voit les résultats qui ont été présentés le 9 mars 2023, c'est quand même des chiffres qui donnent le tournis. Plus de 16 milliards d'irrégularités, et ces irrégularités-là concernent la commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance, le carburant, les frais d'émission, les régies d'avance, enfin, je me répète, les frais de voyage, les rétributions, les dons au bénéfice des personnes politiquement exposées. Quand même, et avec l'Assemblée nationale, comme je le disais, qui détient la palme, plus de 13 milliards d'irrégularités. Quand on sait un peu nos conditions actuelles, marquées par la lutte contre le terrorisme, où les ressources se font rares, et qu'on se permette, que ça ne veut pas dire forcément, les 16 milliards ou 13 milliards à l'Assemblée, là, ce n'est pas forcément des détournements, mais ça veut dire que ça n'a pas suivi toute la procédure administrative. Et la situation dans laquelle nous sommes là exige même qu'on puisse, que le moindre sou qu'on sort des caisses de l'État, que ça puisse suivre les normes, qu'on sache où est-ce que l'argent qu'on sort du trésor là, où ça va, à quoi est-ce que cela va servir. Nous pensons que auditer la présidence de l'Assemblée nationale, la présidence du FASO, l'Assemblée nationale, le Premier ministère, c'est quand même un bon point pour la bonne gouvernance, parce que ça va quand même rappeler à ceux qui nous dirigent là que, attention, on vous regarde, il y a une institution qui est là, qui s'appelle la SELC, qui a l'œil sur vous. Donc, vous n'avez pas le droit de vous amuser, entre guillemets, de vous amuser avec l'argent public, et que ça doit forcément servir aux intérêts du pays. D'accord. Et sur cette question également, au niveau de la lettre du FASO, on renchérit en estimant que c'est tout simplement la gouvernance vertueuse selon le régime MPP. Alors, il faut dire qu'on est revenu un peu sur les cas qu'on a vus au temps du mouvement pour le progrès, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, voilà, je m'excuse, il y a eu beaucoup de cas de faute de gestion, d'irrégularité révélés notamment par la presse, mais on a insisté à faire croire au niveau des tenants du pouvoir à l'époque que tout allait bien et qu'on était dans une bonne gouvernance et que tout se passait bien, quoi. Voilà. Et c'est ça, on ironise en disant que voilà, toute la somme de plus de 16 milliards, voilà, c'est de ce que le MPP nous ressort comme une bonne gouvernance. Voilà, donc c'est donc dire que il y a eu beaucoup de laisser-aller, voilà, dans beaucoup d'institutions, notamment à l'Assemblée nationale. Et c'est peut-être une
petite partie de l'iceberg qui a été dévoilée. Si l'audit devrait s'étendre à d'autres ministères, je crois que voilà, il y aurait beaucoup d'autres situations qu'on va avoir. Et je crois que le contrôleur général a dit que d'ici dans quelques mois, il y aura encore les résultats de l'audit sur les autres ministères. Donc on ose espérer qu'on n'aura pas à remarquer des fautes de gestion ou des cas d'irrégularité avec autant de sommes qu'on a constaté pour les 3 institutions auditées par l'AICE-LCE. D'accord. Et nous passons au 3e sujet, enrôlé pour cette tribune, infrastructure routière, qu'est-ce qui coince avec les réalisations comme celui de l'axe Sacoinse-Koudgou. Toujours est-il que le gouvernement a demandé la reprise du tronçon à la charge de l'entreprise et au niveau du journal Le Quotidien, on estime qu'il faut étendre les sanctions à tous les maillons de la chaîne. Effectivement, quand on voit les malfaçons au niveau des différentes infrastructures dans ce pays, on pense que ça ne doit pas se limiter rien qu'à la route, rien qu'au tronçon Sacoinse-Koudgou. Vous rappelez-vous de l'effondrement d'un bâtiment à l'université de Koudgou, l'effondrement d'une dalle au niveau de l'aéroport de Doncin. Combien de fois est-ce que nos écoles ont eu leur toit décoiffé, et des centres de santé également où on voit des toits décoiffés ou des bâtiments même s'écroulent. C'est tout cela qu'on doit regarder. On doit, au-delà même des infrastructures routières, qu'on puisse regarder sur tous les maillons de la chaîne là, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas, et exiger, mettre du sérieux dedans. Qu'on exige par exemple, si quelqu'un ne remplit pas comment on appelle ça, la charte, parce que quand on te donne un marché, quand même tu as des obligations à remplir. Si quelqu'un n'arrive pas à remplir ces obligations là, qu'on l'oblige, le cahier des charges, merci, c'est ça que je cherchais, merci. Donc qu'on l'oblige à respecter le cahier des charges. Parce qu'on ne peut pas se permettre de financer des infrastructures à coût de milliards et 5 ou 3, souvent même 3 ou 4 ans après, qu'on se permette encore d'aller ressouder ces mêmes goudrons-là. C'est pas ça. On parlait tout de suite de la gestion vertueuse, de la gouvernance vertueuse. C'est pas cela la gouvernance vertueuse. Il faut qu'on mette du sérieux et qu'on exige à ce que ceux qui nous dirigent là exigent à tous ceux qui sont attributaires des marchés publics qu'ils exécutent en bonne et due forme leur part du contrat. Et on a relevé encore dans notre édito qu'il y a un problème aussi avec des gens qui passent les marchés et qui s'attendent à avoir des commissions, des dessous de table. Et c'est tout ça qui fait qu'on constate les malfaçons dans nos différentes infrastructures. Si on arrive à dépasser tout ça et qu'on se rend compte que les infrastructures que nous réalisons là, ça doit servir à des générations, pas que seulement à un régime où quand on passe, celui qui va venir est obligé de revenir sur les mêmes choses et c'est nos deniers publics qu'on dilapide. Non, on ne doit pas le faire et on doit exiger que de la durabilité dans nos infrastructures. Et je crois que il y a ce qu'on appelle la stratégie du moins 10 ans. Voilà, je pense qu'on est en train de relire cette loi-là même, je ne sais pas si c'était une loi ou un décret, en tout cas on est en train de revoir cette disposition-là, faire en sorte que quand même, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la stratégie du moins 10 ans là, les gens mettent une petite somme, ils gagnent le marché, ils servent quand même le travail comme l'argent qu'ils reçoivent. Quelqu'un disait en argot, petit argent, petit travail. Donc, il ne faudrait pas qu'on réfléchisse comme ça, que les moyens qu'on met à la disposition, là, que ça puisse permettre quand même d'exécuter en bonne et due forme les infrastructures, afin que, comme je l'ai dit, j'insiste, que ça soit durable. D'accord. Alors, Issa Sigiré, l'axe Sacoinse-Koudgou, on sait que le rapport fait état de manquements constatés à plusieurs niveaux dans le processus de contrôle et de surveillance des travaux devant garantir la qualité. C'est donc dire qu'il y a problème sur toute la chaîne, visiblement. Alors, il y a problème. Il y a problème parce que les travaux ont été très très mal exécutés, ça c'est évident.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ayant constaté la dégradation rapide de cette route-là, le ministère s'est attaché des services d'un autre cabinet indépendant, cette fois qui a fait du bon travail. Et quand on a livré les résultats, sur 10 points établis, l'entreprise n'a pas respecté les 8. Il ne respectait que 2 points. Et c'est ce qui est, et quand on regarde les textes, la sanction qui peut être appliquée, c'était la reprise des travaux aux frais de l'entreprise. Et sur ce coup-là, on doit applaudir le gouvernement pour cette décision ô combien importante et salvatrice pour plusieurs raisons. Et tout à l'heure, il parlait de pots de vin. Mais ceux qui ont pris le pot de vin, l'entreprise n'a pas forcément les moyens de pression pour pouvoir reprendre cet argent. Donc demain, si vous servez des pots de vin, c'est votre affaire. Mais si le travail a été mal exécuté, c'est à vous de reprendre. Et tenez-vous bien, ce travail-là, cette route-là a coûté près de 8 milliards. Perdre 8 milliards pour une entreprise, je crois que ce n'est pas rien. Et ça, c'est vraiment un cas d'école. Et tout à l'heure, il disait qu'on était en train de relire les textes en la matière, qu'on puisse intégrer un certain nombre de choses. Parce que c'est vraiment dommage que des routes comme bitume qui se dégrade en moins d'une année avant même la réception finale. Parce que quand il y a une infrastructure, il y a d'abord la réception provisoire et la réception finale. Pour cette fois, la réception finale n'a pas encore eu lieu. Mais il faudrait aussi qu'on regarde aussi un acteur qui est moins important dans cette affaire, ce sont les bureaux de contrôle. Si le bureau de contrôle avait fait correctement son travail, on n'aurait pas assisté à ce qui a été fait. Et tenez-vous bien, il n'y a aucun texte qui permet de sanctionner les bureaux de contrôle. C'est-à-dire que tout ce qu'on a remarqué là, le bureau de contrôle n'est responsable en rien. Et ce n'est pas un bureau de contrôle burkinabé. D'accord. Et juste... donc vraiment, c'est une très excellente chose que le gouvernement ait pris cette décision-là. On va l'encourager à faire davantage, à aller dans ce sens-là, et peut-être en regardant aussi dans les autres, et aussi la transition peut être mise à contribution pour pouvoir élaborer des meilleurs textes et avec un meilleur encadrement pour qu'au final, on puisse avoir des infrastructures de qualité. Et sur son article au sujet de l'axe Sakoinse-Koudgou, la lettre du Faso a estimé qu'il s'agit de marchés publics et non marchés de pagaille. Alors justement, ce n'est pas des marchés de pagaille parce que c'est l'impression qu'on donne à voir dans l'exécution de beaucoup de marchés publics dans notre pays. Et je crois que je ne vais pas revenir sur les cas qui sont légion dont mes prédécesseurs ont suffisamment et clairement évoqué des cas d'exécution de marchés publics. Mais pour revenir spécifiquement pour ce qui est de l'axe Sakoinse-Koudgou, voilà, long de 42 km je crois. Et c'est dire que l'entreprise qui avait en charge l'exécution du marché, non seulement n'a pas respecté le délai imparti, voilà, parce que ça a été lancé en 2020 pour 17 mois, je crois, et rien qu'en novembre 2022, voilà, le chantier n'était pas prêt. Et non seulement ils n'ont pas respecté le temps, comme je le disais, mais la qualité, voilà, des infrastructures servies laisse véritablement à désirer. Donc ça montre qu'il y a une sorte de pagaille qui se trouve dans les marchés publics où les gens se permettent de faire comme ils veulent et après ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit et que ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est pour dire qu'il faut en tout cas sonner les glas de cette pratique-là et amener tout le monde, parce que c'est de l'argent public qu'on fait sortir pour, en tout cas, et puis c'est à coût de milliards, voilà, et pour en tout cas l'exécution de ces marchés-là. Donc il ne faudrait pas que, voilà, on se retrouve entre amis, voilà, on concorde quelque chose, on justifie qu'on a les moyens pour exécuter convenablement et qu'on a les compétences et qu'on prend un marché, on se retrouve, voilà, on ne peut pas l'exécuter et on saye les caisses de l'État pour un individu ou pour des groupes d'individus. Ce n'est véritablement pas sérieux et je crois que ce coup de pied donné, voilà, par le gouvernement, ça va en tout cas attirer vraiment l'attention de beaucoup de sociétés, voilà, qui prennent les marchés publics à véritablement mettre
le maximum pour en tout cas livrer des infrastructures de qualité. D'accord. Et nous passons du coup au dernier sujet enroulé pour cette tribune. Le ministère en charge des Finances lance pour compter du 1er avril prochain une opération de contrôle et de retrait de terrain à usage autre que d'habitation. Déjà, Issa Sigiré, on se demande qui sont les personnes concernées par cette opération et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux types d'attribution de terrain au Burkina Faso. Il y a des terrains à usage d'habitation, ça c'est en ville, et avec les lotissements des différentes communes comme on a l'habitude d'appeler. Ça c'est une attribution. Et quand vous êtes attributaire, vous poursuivez et vous continuez la procédure jusqu'à avoir votre document final, c'est-à-dire le permis urbain d'habiter jusqu'au titre foncier. À côté de ces attributions-là, il y a d'autres types d'attributions. Il y a des terrains de grande superficie que des gens occupent ou qui sont attributaires. Ça peut être par exemple pour construire une école ou encore pour un champ ou pour une usine, en tout cas pour un investissement. Alors vous formulez la demande. Ça c'est après avoir eu un accord avec les propriétaires terriens. Et vous avez déjà un premier accord. Et maintenant, vous faites l'estimation de vos investissements, à quoi va servir le terrain, et vous demandez à l'État de vous céder ce terrain-là. L'État peut vous céder ce terrain, mais avec un délai pour mettre ce terrain-là en valeur. Et généralement, on donne 5 ans, je crois, pour mettre le terrain en valeur. Et vous payez ensuite les taxes y afférentes. Par exemple, il y a certains domaines où dans d'autres localités, souvent ça varie. Pour la zone de Sapui que je connais un peu, pour un certain nombre de raisons, le mètre carré pour un certain type d'activité, ça fait 75 francs CFA. Donc, si vous avez par exemple 2 hectares, pour que vous ayez le terrain, il faut pouvoir vous acquitter de ces taxes-là au profit de l'État. Et vous investissez maintenant pour que vous puissiez avoir définitivement votre terrain, c'est-à-dire le titre foncier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Beaucoup vont prendre des terrains, 200 hectares, 300 hectares, 400 hectares, qu'ils n'exploitent finalement pas pour des raisons de spéculation foncière, comme on peut l'appeler ainsi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des populations et parfois ils ne payent même pas. Il prend le terrain, il met juste une clôture et c'est à son nom. Et c'est de l'argent que l'État paie. Donc ce sont ces types de terrains que l'État voudrait essayer de voir pour qu'on puisse régulariser les situations. Parce qu'il y a deux choses. Rapidement. Aujourd'hui, beaucoup de populations dans certaines zones agricoles ont du mal à avoir des espaces pour pouvoir cultiver, alors que des gens aussi qui sont parfois dans des grandes villes ou bien qui ont occupé des postes de responsabilité à un moment donné occupent ce terrain-là sans pour autant laisser les populations mener tranquillement leurs activités. Et malheureusement souvent, ça fait des devises au niveau des caisses de l'État et c'est ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Par exemple, pour régulariser une superficie de 100 hectares, ça peut vous coûter de la quinine, assez de l'argent pour l'État. Donc, c'est tout à fait une bonne chose de procéder ainsi, mais on va espérer qu'on va aller beaucoup plus loin pour ne pas contenter des effets d'annonce, mais pour aller dans la pratique ou dans la réalité des faits. Et peut-être ce sera une échelle pour aller vers peut-être l'informatisation du fichier national. D'accord, alors nous sommes pris par le temps, mais sur la question au niveau du journal Le Quotidien, on estime qu'il s'agit là d'une décision salutaire. Oui, Issa Sigiré, mon confrère Issa Sigiré a quand même bien résumé. C'est à croire qu'il avait lu notre édito et tellement il a bien résumé la situation. Mais je voudrais rappeler que c'est un contrôle qui va porter essentiellement sur les terrains à usage de commerce, d'industrie, d'élevage, d'enseignement, de santé, de culte et autres, en tout cas autres que d'habitation. Vous voyez, il y a certains qui se permettent de payer des terrains pour mener des activités commerciales, mais qui laissent le délai s'écouler, 5 ans maximum. La loi prévoit 5 ans pour mettre en valeur, mais on laisse
Alors que une fois que tu mets en valeur, mais c'est des taxes que tu vas payer après, les impôts après pour mener ton activité, et ça va rapporter des dividendes, en tout cas ça rapporte dans les caisses de l'État. Mais quand tu laisses le délai échoir, bon, c'est des manques à gagner dans la caisse. Ça rappelle en même temps une opération semblable qui avait été lancée en août 2018 avec le projet Zaka. Lorsqu'on a menacé de retirer, mais voyez-vous ce qui s'est passé, les immeubles ont commencé à sortir de terre. Et je pense que c'est une décision salutaire parce que ça va permettre à quand même ceux qui ont pu acquérir le terrain, là, non seulement de s'acquitter de leurs taxes, ce qui est très important parce que ça va renflouer nos caisses, mais ça va permettre également de valoriser les terres qu'ils ont acquises et qu'ils ont pu acquérir là, et de sorte à mener leurs activités commerciales, ce qui va développer en même temps non seulement le commerce et d'autres activités telles que l'enseignement et tout ça, mais aussi accroître un peu l'employabilité. Et ceci marque la fin de votre émission La Tribune des éditos. Cette émission plutôt qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias sur les sujets d'actualité. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.